Rebonjour, chers auditeurs, auditrices, derrière l'image, toujours 1 heure de cinéma Radio Centre-Ville. Guy Ménard à l'animation, accompagné de Robert Daudelin. Bonjour, Robert. Bonjour, Guy. Et nous rencontrons Catherine Martin afin de discuter de Éloge de l'ombre. Bonjour, Catherine. Bonjour, Catherine. Bonjour. Et Éloge de... Ne reste pas dans l'ombre comme ça. Et Éloge de l'ombre, en fait, est directement inspiré d'un essai littéraire d'un japonais, Junichiro Tanisaki. Junichiro Tanisaki. Ouais. Où il abordait le clair et l'obscur, les origines de la photo, du cinéma. Même pas? Non. Non? C'est moi qui aborde ça. C'est toi qui abordes ça aussi, mais dans le livre, non? Il s'arrête juste à l'architecture il et parle tout. un peu du cinéma japonais, mais toujours en le comparant au cinéma américain. C'est un livre, c'est un essai, en fait, qui a été écrit dans les années 1930. Puis, en fait, c'est le film que j'ai fait porte le même titre, mais n'a finalement peu de choses à voir avec le livre. C'est dans le sens où la première partie du film est si on veut, inspirée, oui, mais j'ai pas voulu illustrer le livre. J'ai voulu le présenter, si on veut, plus dans comment moi je l'ai ressenti. Donc, le livre m'a servi au fond de point de départ pour une réflexion plus large. C'est ça. Parce que le texte de Tanizaki, Catherine, on a déjà eu l'occasion d'en discuter, c'est un texte très difficile à saisir pour un occidental. C'est tellement imbibé de culture japonaise et c'est comme un texte polémique. C'est un texte où, à l'époque où Tanizaki veut valoriser la culture japonaise par rapport à l'envahissement de la culture occidentale. Donc, c'est pas ça le sujet de ton film. Ton film, tout de suite, prend des éléments qui sont très présents dans le texte de Tanizaki, mais qui sont justement les qualités particulières à l'ombre. Qu'est-ce que l'ombre fait dans notre vie, dans notre vie quotidienne? Et tu dis toi-même dans le texte de présentation que c'est aussi pour toi une réflexion, ce que tu as voulu en faire, une réflexion philosophique sur la beauté des choses éphémères. Il n'y a rien de plus éphémère qu'une ombre, évidemment. Alors, c'était bien parti. Oui, puis Tanizaki, en fait, a écrit ce livre-là, donc, dans les années 1930, quelques années après le très, très dévastateur tremblement de terre de Tokyo en 1923. Lui, il vivait à Tokyo à l'époque, puis je ne sais pas, ça a eu un effet sur lui. Il était encore jeune à l'époque et il a voulu retourner à ses origines plus traditionnelles en allant vivre à Kyoto. Il a vécu très longtemps à Kyoto. Là où se trouve un peu encore maintenant, toutes les traditions sont encore maintenues, certaines traditions, pas toutes, mais certaines traditions. Et c'est vrai que le livre fait beaucoup référence à sa réaction face à l'occidentalisation du monde japonais, parce que le Japon, comme on sait, a été fermé à l'Occident pendant très, très, très longtemps. Puis, ce qui est vraiment... Moi, c'est un livre que j'arrive toujours pas à saisir. Je l'ai lu et relu et re-relu. Mais comme presque tous les livres que j'arrive pas à saisir, je me dis, il y a un mystère là-dedans. Puis le mystère, moi, ça m'intéresse. Donc, au cinéma comme ailleurs. Mais tu as senti le besoin d'aller au Japon? Ah oui. Parce que oui. toute la première partie du film, on est au Japon. Et... Ouais. J'ai senti le besoin d'aller au Japon parce que le livre m'avait tellement parlé, si on peut dire, m'avait tellement intriguée. Je savais que j'allais pas percer le mystère, là, ça c'était clair, mais en même temps, je voulais l'aborder en me disant, par exemple, il y avait des choses qui m'avaient frappée dans le livre, tout ce qui est autour des objets en lac, par exemple, les couches d'obscurité qu'il décrit comme étant... Les objets en lac sont faits de plusieurs couches, les objets très précieux dans bien des cas. Puis les plusieurs couches, c'est des couches de noir et de noir. Enfin, comme il dit, les couches d'obscurité, ça m'a fascinée.
Et en rencontrant quelqu'un qui faisait de la laque, c'est un artiste vraiment. Non seulement il fait des objets pour des grands restaurants, des choses comme ça, mais il fait aussi ses propres œuvres. Lui-même étant un lecteur de ce livre-là, parce que ce livre-là est extrêmement connu, en fait. Partout au Japon, ceux qui connaissent Tanizaki le connaissent en grande partie à cause de ce livre-là. Ça a inspiré des architectes, des metteurs en scène de théâtre, des photographes, non seulement au Japon, mais aussi en Occident, notamment en France. Donc, tout ça, c'est une parenthèse, mais en même temps, moi, je l'abordais d'une façon à la fois curieuse et en même temps un peu en sachant rien, au fond, en étant complètement ignorante. J'ai lu beaucoup de choses sur le Japon, mais j'ai lu surtout des auteurs japonais, j'ai vu surtout des films japonais qui datent des années 30, 40, 50, 60. Bon, le Japon que je connais, c'est un Japon comme ça. Alors, je suis allée à la rencontre du Japon en même temps avec ce livre-là qui était comme une sorte de clé, si on veut. Et ça m'a ouvert tout un univers qui m'a amené, après avoir fait la recherche, je me disais, c'est comme si je m'étais approchée de gens qui fabriquaient de l'ombre, si on peut dire. Donc, j'étais dans la fabrication de l'ombre. Oui, il y a le facteur de bougie, puis celui qui fait des lacs. En plus, les séquences sont relativement longues. On a le temps de voir l'élaboration d'un objet et puis de voir très bien son lien avec l'ombre. Et ça, c'est magnifique, ce que tu as réussi à capter. C'est aussi l'influx de, par exemple, l'artisan laqueur, l'artiste, parce que c'est vraiment un artiste, son influx étant très proche du livre lui-même. Il était aussi... c'est comme s'il y avait parce que moi, je parle pas japonais, tout ça, puis il y avait une espèce de communication qui se faisait entre nous, qui était liée à l'amour, si on veut, de ce livre-là. Mais effectivement, il y a cette dimension-là, mais pour moi aussi, il y a la dimension cinématographique. Vous réussissez à nous faire voir l'homme. Et je trouve que la photo, je veux dire, elle est magnifique dans le film. Vous prenez le temps d'arrêter le temps, d'une certaine façon, de figer le temps et de voir comment l'ombre peut s'installer, comment l'ombre peut arriver à se transformer devant nos yeux. C'est aussi, pour moi, la grâce des loges de l'ombre. C'est d'avoir trouvé des images qui viennent par matérialiser, je veux dire, quelque chose qui, au départ, est un peu immatériel. Oui, puis c'est curieux que vous dites ça parce que, en définitive, je pense que le film, c'est plutôt un film sur le temps. C'est ce que j'ai voulu faire aussi à travers ça. Parce que le livre de Tanizaki nous ramène au temps. Les ombres nous ramènent au temps. Parce que les ombres ont une durée. Elles commencent, puis elles se terminent dans un temps des fois très court, puis parfois un peu plus long. Ce qui est assez magique, parce que, j'ai tourné la plupart des images du film, puis comme j'ai la caméra tout le temps avec moi, à un moment donné, je me mettais en position, j'attendais au fond que des ombres se manifestent, et puis tout à coup, il y en a eu chez moi. Alors, j'en ai filmé sur les murs, puis j'ai filmé aussi l'ombre qui apparaît, puis l'ombre qui disparaît. Et j'ai fait tout le plan. Et j'ai pas tout gardé l'ensemble du plan, mais presque. Comme à toute fin, juste avant le générique de fin, je reprends un peu l'idée du plan du début pour faire une sorte de boucle, si on veut. Puis c'était vraiment des images qui sont arrivées comme ça et que j'ai réussi à capter parce qu'on est là, tout simplement. Et puis dans la seconde partie, il y a comme, pas un catalogue, mais une énumération d'ombres. Je veux dire, ça va de l'écran d'épingle à un spectacle de lanterne magique, aux ombres chinoises qu'un vrai magicien illustre avec ses mains. Ouais. Donc, des formes d'ombre domestiquées, si je puis dire. Bien, c'est aussi parce que ce qui me
Avec ce film-là, j'ai vraiment essayé aussi de parler de mon art, le cinéma, si je peux dire mon art, mais en tout cas, l'art du cinéma. Pour moi, Éloge de l'ombre, c'est... Parce que, bien sûr, le livre, c'est un traité esthétique, mais Éloge de l'ombre, c'est un traité sur le cinéma. Ouais. Puis il y a 3 chapitres, puis les 3 chapitres, plus ça va, plus on avance, finalement, vers vos préoccupations esthétiques, et également votre façon, je veux dire, d'aborder le cinéma et de la rendre à l'écran. Bien, j'avais un peu envie d'offrir aux spectateurs une sorte de méditation cinématographique. J'aime ça dire ça parce que c'est pas vraiment un documentaire à proprement parler. C'est un essai, hein? Oui, c'est un essai. Un essai poétique. Oui, on peut dire ça. Bon. Moi, j'hésite toujours à utiliser ce terme-là, mais ça dit ce que ça dit. Puis effectivement, j'ai eu envie de me pencher sur cet art-là, qui est aussi un art du temps, à mon avis, qui encore une fois, moi, ça fait longtemps que je le pratique, puis encore une fois, c'est un art qui est pour moi encore très mystérieux. Comment ça se fait qu'on arrive à créer par des images et des sons, des sensations parfois très fortes. Puis ce film-là, je l'ai voulu sensoriel. J'ai voulu que le spectateur soit plongé dans une sorte d'univers qui leur donnait des clés, si on veut, sur ce que c'est le cinéma, mais l'histoire du cinéma, parce que je fais une sorte de parcours qui va de la caverne de Platon jusqu'à l'invention du cinéma, puis mon propre... oui, bien sûr, la caméra oscura, la photo, la lanterne magique, etc., les ombres sur les murs, parce que, au fond, c'est l'art de la représentation, les arts de la représentation. Mais ça ne me tentait pas d'être didactique et de dire, bon, voici comment le cinéma est né, etc. J'avais plutôt envie de plonger le spectateur dans une sorte de rêverie qui l'amène à lui-même se repositionner, si je peux dire, ou du moins rêver aussi au cinéma, quoi. Puis je suis depuis longtemps fascinée par les aveugles. Bêtement, là, mais parce que je trouve que c'est des gens qui vivent, ceux que j'ai rencontrés pour le film, entre autres, on a toujours dans l'idée que les aveugles vivent dans l'ombre, dans le noir, mais ils sont venus me dire que non, c'est pas le cas. Même ceux qui ont perdu la vue depuis longtemps, et c'est pas nécessairement, ou qui ont jamais vu de leur vie. Fait que c'était tout ça qui m'attirait. C'est comme différentes réflexions que j'ai autour de la représentation, autour de la perception. Et ça te ramène aux premières images que tu as filmées en Super 8. Hein? Mais ça, c'est quand même assez spécial parce que... Ou c'était une ombre. Oui. Pardon? Ou c'était une ombre. Oui, c'était des ombres. J'ai filmé pour presque les premières fois que j'ai pris une caméra. Ombre. Oui, en plus. Mais j'avais oublié ces images-là. Je savais que j'avais tourné parce que j'avais mes petits rouleaux Super 8 puis c'était écrit « ombre » dessus, là, c'est pour dire. Très bien classé. Et là, je me suis dit, tiens, peut-être que... Je pensais que j'avais tourné les belles ombres, les arbres, les feuilles. Bon, je me disais, ça va être merveilleux. Puis finalement, c'était ça. C'était assez prosaïque. Une corde à linge, l'arrière de ma cour de l'époque, etc. Et oui, ma propre ombre qui a été filmée. Puis quand j'ai retrouvé ces images-là, parce que j'avais écrit un texte dans le scénario au préalable, et j'ai pris le même texte et puis je l'ai mis sur ces images-là que j'ai pas touchées. Hein. J'ai coupé très peu. C'est carrément le montage dans la caméra, là, autrement dit qu'il n'y a pas de montage. Ce qui est fascinant aussi, c'est que le film se termine, on a le générique, et là, c'est indiqué production, recherche, scénario, réalisation, caméra, son, montage, Catherine Martin. Et voilà. Là, je me dis, là, elle se prend vraiment pour Robert Morin, parce que c'est assez rare. C'est ton film. Oui. Et pourquoi je mentionne ça, c'est que pour les gens qui ont vu ton travail préalablement, retrouvent des préoccupations que tu avais, même dans tes fictions.
Puis je le disais tantôt, hein, il y a un côté traité esthétique de Catherine Martin derrière tout ça. Il y a un certain cinéma que tu affectionnes. T'oses le mentionner, même ton cinéma peut s'en inspirer. Ce rapport dont tu parlais autant, ce rapport qui se cache derrière un peu la caméra, ce que le cinéma peut suggérer aussi en tant qu'émotion, que ce soit dans la pénombre, dans l'ombre, dans la lumière. Mais tout ça est comme repris dans un film qui est finalement, effectivement, Catherine Martin. Et je trouve intéressant parce que c'est l'effet que j'avais eu en regardant ton film, puis de voir apparaître ton nom sur toutes ses fonctions. Je me suis dit, il y a quelque chose de très personnel là, dans ce film-là. Probablement. Je suis mauvais juge, là. Oui. Ben, c'est le geste parce que c'est le deuxième film que je fais de cette façon-là. J'avais fait certains de mes amis qui étaient à l'époque la première fois que je prenais la caméra, puis tout ça. Bon, le numérique, malgré que j'ai longtemps résisté, parce que j'ai travaillé en pellicule jusqu'à certains de mes amis. Maintenant que le numérique est quand même assez performant, puis bon, comme je suis pas une grande technicienne, je connais pas grand-chose à la technique, je peux me fier un peu sur ce que la caméra peut... puis j'ai une caméra très simple, là, c'est pas du tout une caméra... c'est vraiment, même qu'il y a des gens qui appellent ça des caméras de bas de gamme, là, mais c'est du HD, de la haute définition, et franchement, ça sort très bien. Puis la liberté que j'ai retrouvée du geste de filmer en faisant certains de mes amis, j'ai voulu le refaire avec Éloge de l'ombre. Mais j'avoue que quand j'ai abordé Éloge de l'ombre, j'ai fait la recherche, puis tout ça, puis j'ai fait le scénario, je me suis dit, vais-tu être capable, moi, de faire ce film-là? Bon, primo, j'étais jamais allée au Japon. Il y avait toutes sortes d'embûches que je voyais à l'avance. Mais bon, j'avais pas prévu la pandémie, évidemment. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'avait prévu, hein? Non, mais c'est bon, enfin, ça a quand même été possible de le faire malgré tout. Et j'ai eu aussi de l'aide quand j'ai fait les scènes à la dernière partie du film. Il y a eu des scènes tournées en studio avec le caméraman Mathieu Laverdière et la directrice artistique Caroline Alder, mais on travaillait à 3 ou 4 avec Thérèse, qui était notre assistante à toutes, là, comme je l'appelais. C'était extraordinaire de retrouver le geste artisan qu'on peut partager avec d'autres et le plaisir qu'on a eu à faire, à créer toutes sortes de choses avec Marcel Hudon, la marionnettiste qui faisait le théâtre d'ombre et tout ça. Le reste, c'est pratiquement juste la scène avec les aveugles qui a été tournée par Jean Fugaza, mais le reste, c'est tout moi qui a fait l'image. Et j'ai beaucoup de plaisir à faire ça, j'avoue. Est-ce que, Catherine, tu sens que ça change ton rapport aux matériaux, le fait que tu fasses le son et l'image? Ça change mon rapport avec le tournage, en tout cas. Je ne sais pas si ça me change mon rapport avec le matériau, parce que j'étais quand même une cinéaste qui faisais presque les cadres sans les faire vraiment... je me mettais pas à la place du caméraman, mais il n'y avait pas toujours le choix, là. Soit que... Le découpage technique, c'était très clair. Oui, très, très précis, tout ça, pour ce qui est de l'image, en tout cas. Mais bon, ça, je travaille aussi en collaboration, là. C'est certain qu'on parfois, quand j'ai travaillé sur des films de fiction avec des équipes et tout, j'ai toujours apprécié la collaboration aussi, le fait qu'il y avait des échanges et tout ça. Mais comme parfois c'est un peu difficile de se faire financer, on a envie de travailler aussi, on a envie de continuer en tout cas, moi, j'avais envie de continuer à faire des films, puis ça m'a permis de pouvoir explorer aussi d'autres manières de travailler et de faire un film, carrément. Alors, c'est peut-être en ce sens-là que ça a modifié mon rapport au matériel, mais ça aussi, je sais pas comment le dire, mais j'ai retrouvé une joie que je connaissais pas avant. D'avoir les outils dans les mains, oui. J'avoue.
C'était la joie. Quand je tournais certains de mes amis, comme c'était plus à ma portée, j'allais chez mes amis, puis j'avais pas de scénario, rien. J'allais chez mes amis, je filmais ce qui venait, puis je veux dire, j'arrêtais pas, là, j'étais pas arrêtable. Et tout d'un coup, je me suis dit, mon Dieu, je ressentais une telle joie juste à manipuler la caméra, faire les cadres, chercher en même temps que j'étais sur place. Mais j'ai agi de la même façon au Japon. Le prochain film, tu vas faire la musique aussi? Non, non. Ben, parlons-en de la musique, parce que la musique est très importante dans le film. Il y a des grands bouts où, je ne sais pas dans quel ordre la partition de Robert a été créée, mais où la complémentarité est tellement importante, c'est comme, c'est inséparable. L'image et la musique sont les composantes d'une même émotion. Et je trouve que c'est très précieux, évidemment, l'apport de Robert. Là. Ah ben oui, puis aussi Simon Gervais, le monteur sonore, on travaille depuis longtemps. Robert, Marcel Lepage, le compositeur, et moi, on travaille depuis 30 ans ensemble. Et Simon Gervais et moi, ça fait une 15aine d'années. Alors, on se connaît bien. Moi, j'ai beau avoir fait tout ce que tu as décrit tout à l'heure, Guy, mais j'ai quand même, je confie le son et la musique à des gens qui sont extraordinaires et qui ressentent les choses, ils comprennent vraiment bien, ils ressentent aussi vraiment bien ce que j'essaie de faire. Et ils m'apportent énormément. Donc, Robert, c'était pas une partition facile à créer parce que c'est un film qui propose quand même quelque chose d'assez à la fois très concret puis très évanescent. C'est l'intérêt du film, je pense. Puis Robert, moi, je travaille jamais en montage avec de la musique, mais là, j'ai eu besoin de le faire pour toutes sortes de raisons. Fait que j'avais une trame musicale que j'avais mise à partir d'œuvres connues, d'une œuvre connue, en fait, d'un compositeur plus connu. Et on est parti de ça, mais ça marchait vraiment bien, mais en même temps, je ne pouvais pas me le permettre. Donc, Robert a transfiguré ce chemin on avait essayé des choses et puis il l'a vraiment transfiguré. C'est très, très beau ce qu'il a fait. Oui, mais c'est une musique qui travaille sur le temps beaucoup. Oui. Alors, ça colle très bien au film. C'est trouver le juste équilibre, parce que c'est pour moi la force de ton film, entre cette musique et les silences. Tout le film, finalement, entre les images qui bougent et les images qui commencent à bouger ou qui vont bouger. Et ça, je trouve que Robert Marcel Lepage a bien compris le projet. Parce que c'est souvent les vents à travers ces instruments où là, on arrive à pouvoir, en tant que spectateur, voyager dans ton univers à travers à la fois ces silences, à travers la musique, à travers toutes ces différentes temporalités que tu nous proposes. Robert Marcel, c'est quelqu'un qui a une grande culture musicale, évidemment. C'est un compositeur... on peut dire aguerri, mais qui est toujours en train de chercher, qui est pas du tout, qui s'assoit pas sur une... Parce que c'est quelqu'un qui a écrit de la musique de film pour énormément de gens ici au Québec et de toutes sortes, grande versatilité. Avec moi, des fois, je lui propose quelques petits défis comme ça et qui est toujours... je pense qu'il est prêt à lui-même se mettre au défi. Donc, il c'est jamais dans la facilité, en fait, Robert. Non, mais je pense que là, c'est évident. Il a tellement bien compris ce que le film arrivait, avec quelle proposition le film arrivait. Et c'est là. Ah non, je suis tellement reconnaissante parce que c'était pas facile. Puis en même temps, moi, j'ai des goûts musicaux. Je connais pas
très bien la musique comme telle, mais je suis sensible à des choses atonales, à des musiciens qui sont pas du tout dans la mélodie, dans ce genre de choses. Et ça, Robert, il sait depuis le temps qu'on se connaît. Oui. Parce que là, il y a le caractère proprement méditatif du film. Ouais. Si la musique n'avait pas saisi ça, on passait à côté. Alors que là, la symbiose existe. Puis, en tout cas, moi, ça me touche beaucoup. Ça m'aide beaucoup à entrer dans le film parce que c'est pas un objet standard, ce film-là. Non. Il faut vraiment que les spectateurs soient bien disposés, qu'ils acceptent une lecture qui n'est pas la lecture standard. Là. C'est pas monté comme ça. Là. C'est autre chose. Il faut se laisser embarquer dans l'entreprise qui nous est proposée. Moi, je parle souvent d'abandon dans ce temps-là. Je me dis, le spectateur, s'il a réussi à s'abandonner, l'expérience, parce que j'ai fait quelques films dans cet esprit-là, même si ce film-là est complètement... il va un petit peu plus loin que, par exemple, Une jeune fille. Mais je me rappelle une fois quand j'avais été une projection d'Une jeune fille, qui est le film de fiction que j'ai fait il y a déjà une dizaine d'années. Il y a un spectateur qui connaissait pas rien de moi, ni du film, rien, puis il est arrivé, puis au bout de 15 minutes, il voulait partir. Puis il est finalement resté jusqu'à la fin, puis il m'a dit j'ai pas regretté d'être resté jusqu'à la fin. Parce que le film lui l'avait comme tout à coup... il avait accepté de s'abandonner. Et ça, je pense que si un spectateur, même un petit peu curieux, là, pourrait avoir ce petit cadeau que je lui offre, là, de s'abandonner et d'entrer dans quelque chose qui va l'emmener dans une rêverie, mais qui pourrait peut-être aussi changer sa perception du monde. Bon, c'est un peu... Ça a l'air un peu prétentieux de dire ça, mais ce que je veux dire, c'est que... Un rapport au monde. Oui, puis le rapport où... De découvrir des choses qui sont pas si évidentes. Mais qui sont là, je veux dire. Qui sont là, bien sûr. Quand on oublie que la beauté des choses, elle est dans les petites choses. C'est ça que je trouve que le livre de Tanizaki, si on revient à ça, nous dit aussi. La beauté, elle est là dans des objets qu'on peut regarder autrement à cause de l'ombre, de la pénombre, d'une petite lumière qui vient juste, mais qui vient dégager la beauté. Et ça, quand on s'arrête à une ombre qui fait juste se manifester devant nous quand on marche ou quand on est dans la maison ou si on passe juste quelques secondes à l'observer, tout à coup, il y a une rêverie, puis il y a un moment qui nous appartient puis qui nous ramène au monde. Parce que moi, c'est ma grande préoccupation comme cinéaste et comme être humain, c'est de se rendre présent au monde. Tu sais, ce que tu dis, c'est fort intéressant parce que je ne veux pas parler de moi, mais je suis grand-papa dernièrement, puis c'est de voir les enfants devant une bougie. Et très jeunes, je veux dire, parce qu'elle bouge, la lumière. Et eux, qui n'ont pas la conscience des adultes, voient, je veux dire, ce tableau, je veux dire, devant leurs yeux bouger. Ils peuvent passer des minutes, je veux dire, à regarder uniquement la bougie, je veux dire, devant eux. Et ton film, pour moi, m'a ramené un peu dans cette dimension qu'on a lorsqu'on est enfant, puis on peut être émerveillé par des petits gestes qu'adultes, maintenant, on ne regarde plus, ou on oublie dans ce qui se cache derrière la fabrication, derrière l'objet, derrière sa représentation. Mais ne serait-ce que les hommes chinoises créés sur les murs par Philippe Beau dans le film, mais Philippe, qui est un ombromane, comme ça, je ne sais pas si le mot existe, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il se définit. Ben, quand il fait des spectacles d'ombre chinoises, les gens, les adultes comme les enfants, sont totalement... il n'y a rien de plus simple que ça. Oui. Et c'est là où je me dis, oui, il ne faut jamais perdre cette capacité d'émerveillement qui est en nous, qui est en chacun d'entre nous, malgré que le monde est autour de nous, qu'on le voit, c'est parfois très dur de vivre
maintenant, parce qu'il y a tellement de choses qui nous heurtent, qui nous blessent, qui nous font se dire qu'on est dans un monde où toutes les choses se changent. Enfin, bon, j'ai pas besoin d'aller plus loin, mais je pense aussi que la beauté, et ce que j'essaie de faire dans mes films, c'est ça, c'est que la beauté, elle peut nous ramener à ce qu'on est profondément et peut-être aider à ce que le monde soit meilleur, mais ça, je rêve. Merci beaucoup, Catherine Martin. C'est Éloge de l'ombre, mais aussi Éloge du Super 8. Il faut aller voir le film, hein, parce que moi, qui aime beaucoup le Super 8, puis de nous rappeler tous ces tremblements. Oui, effectivement, largement, c'est un éloge du cinéma, le film aussi, évidemment. Ben oui. Alors, au cinéma du musée, Cinémathèque, cinéma moderne, Québec bientôt, Sherbrooke, bon. On se promène. Oui. Puis on espère que les gens vont se promener aussi, même s'il va commencer à faire beau. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous.